Eric, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup. Mais grand plaisir. C'est les 30 ans cette année. 30 ans que l'Olympique de Marseille a gagné la Ligue des Champions. Et 30 ans que personne d'autre n'a gagné la Ligue des Champions. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on nous ressort du formol tous les 10 ans, ouais. voire tous les 5 ans. Alors là, c'est peut-être la dernière fois où on est à peu près présentable. Dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on soit tous présentables. Je crois que la prochaine fois, ce sera... Ah ouais, déjà, je croisais les doigts que tout le monde soit là, mais ouais. Parce que là, on rentre dans une décennie, pour la plupart dans les 60 ans, donc c'est compliqué, ouais. On va essayer de parler un petit peu de ça. Bon, je vais te poser des questions dans lesquelles tu as probablement déjà répondu. Mais on va voir, je vais essayer peut-être de trouver un autre angle. J'aimerais déjà reparler un petit peu du début de la saison, parce qu'au début de la saison 92-93, en fait, nous, aujourd'hui, avec le recul, on dit ouais, l'équipe qu'on avait et tout, mais en fait, ça part un peu mal sur le papier, c'est-à-dire qu'on perd Papin, on perd Waddle. Ouais, Moser. Et ouais, bon alors, il y a eu des remplacements, il y a Voller qui arrive et tout ça, mais en fait, malgré tout, dans la presse, sur le papier, à ce moment-là, on dit que l'équipe est moins forte, quoi. Voilà, ça, c'est question originale, puisqu'on part à la genèse de cette saison-là, ouais. parce que non, mais c'est vrai, on a toujours répondu sur la journée. Mais c'est vrai que cette saison-là, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est compliquée. C'est Jean Fernandez qui est entraîneur. Moi, je dois partir. Et c'est lui qui fait en sorte et qui m'appelle un jour en me disant Eric, reste là, quoi qu'il arrive, tu verras, tu auras ta chance et je sais que tu vas jouer. Les tauliers de la génération d'avant partent, c'est-à-dire Carlos, Chris, Jean-Pierre. Et il y a des paris qui sont faits puisque Rudy Voller est champion du monde. Donc c'est une valeur sûre, mais il y a Alain Boxy qui a connu des saisons galères parce que il avait pas le droit de jouer en France, blessé, pas blessé, et donc il découvre presque le haut niveau. Alain, à ce moment-là, il y a Marcel Desailly qui arrive pour remplacer des garçons derrière qui sont partis et notamment Carlos et au début il est en difficulté, Marcel, puisque je me souviens il est même remplaçant, il va même jouer en 3e division en début de saison sur certains matchs. Donc et puis surtout on a une période très compliquée au moment des matchs d'avant cette finale, puisque j'ai souvenir d'un match à Strasbourg où on est en galère juste avant un match de Coupe d'Europe. Je me demande si on fait pas un nul miraculeux. Voilà, il y a Raymond qui revient. Ouais, ça y est, un mois d'octobre très compliqué. Exactement. Et donc on a zéro certitude, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Est-ce que vous jouez la Ligue des Champions quand la saison démarre? Est-ce que vous vous dites cette année on la joue Quand tu portes le maillot de l'OM et que tu as Bernard Tapie comme président, quoi qu'il arrive, tu es obligé de la jouer parce qu'il te mange le cerveau par rapport à ça. Par contre, moi je pensais qu'on avait laissé passer notre chance 2 ans avant, quoi. Pour moi même l'équipe la plus forte dans laquelle j'ai joué, c'est celle de 90. Avec Francescoli, Papin, Waddle, il y a Carlos, Moser derrière, mais il y a encore Karl-Heinz Foster qui est là, même s'il fait qu'une moitié de saison par rapport aux blessures. Et en réalité, cette équipe-là et la force de cette équipe-là, elle se construit sur une saison, quoi, avec des moments difficiles, justement. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est pas l'équipe la plus talentueuse dans laquelle j'ai joué. Par contre, si demain je dois partir à la guerre, je pars avec cela, quoi. Ouais. Voilà, parce que justement construite dans la difficulté et avec des garçons qui lâchaient rien, quoi. Ça fait peut-être réfléchir, je me dis, pour d'autres équipes françaises qui jouent la Ligue des Champions et qui empilent des stars, des artistes très très chers et tout ça, et qui manquent peut-être des guerriers, non? C'est souvent quand on regarde un petit peu aujourd'hui, alors c'est pas le même football aujourd'hui qu'à l'époque. Le côté économique d'un club est quand même beaucoup plus important qu'à l'époque, puisque il y avait pas autant de différences de budget, voire de salaire. Et puis il y avait pas autant d'étrangers, voilà. Donc le Milan avait beaucoup d'Italiens internationaux, nous on avait beaucoup de Français internationaux, il y avait 3 étrangers et basta, quoi. Donc là aujourd'hui c'est vrai que tu peux te payer une équipe que d'étrangers et que de stars, sauf que il faut trouver une cohérence et un équilibre dans l'équipe. Mais je fais souvent des débats sur le PSG, puisque à RMC, c'est quand même un de nos sujets de conversation, surtout quand t'arrives les matchs. Je les avais pas cités, mais on les avait reconnus. Oui, et c'est souvent le constat. C'est clinquant, mais c'est pas cohérent, et c'est peut-être pas fait pour aller chercher ce genre de titre où on regarde les Liverpool, même Chelsea, l'année où il a gagné contre City, c'est pas eux qui ont la meilleure équipe. Par contre, c'est plus solide, plus cohérent. Je fais une autre petite parenthèse. Tu as évoqué l'année 90. C'est la fameuse année de la main de Vata en Coupe d'Europe.
Et en fait, comme je travaille depuis quelques semaines là sur l'OM, sur les archives et tout ça, j'ai revu un truc. C'est toi qui es au duel. C'est moi qui suis. Ouais. Non, mais c'est clair que cette compétition, pour la gagner, il faut souffrir. Ouais. Alors, il y en a qui souffrent plus que d'autres, puisque nos amis parisiens en parlaient, et ils souffrent beaucoup depuis longtemps. Mais le fameux match à Benfica et la Main Nevada fait partie de ces souffrances-là, voire même de l'apprentissage de cette compétition-là. On en a reparlé derrière, des mots de Bernard Tapie à la fin de ce match-là, où il dit ouais, je sais comment on fait maintenant, on n'y reprendra plus. C'est juste que nous, on était un nain d'Europe à l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait dans la foulée? Il fait venir Franz Beckenbauer comme entraîneur, parce qu'il veut que quand on arrive au stade et quand les officiels et les arbitres viennent saluer, parce que c'est toujours la coutume, ils viennent dans le vestiaire, les crampons, pas les crampons, les consignes, ben ils tombent sur Beckenbauer. Voilà, et parce que les gros clubs, et c'était le cas à l'époque, mais c'est encore le cas aujourd'hui, les gros clubs souvent ils sont pas arbitrés ou ils sont mieux arbitrés que les autres, et on a payé cher pour apprendre, et ce soir-là, et je mets pas l'honnêteté de l'arbitre en jeu sur ce coup-là. Moi, je pense vraiment qu'il a pas vu, mais il n'empêche que quand il y avait un coup du sort à ce moment-là, c'était toujours la petite équipe qui morflait, et à ce moment-là, on n'était pas en grande Europe en tout cas. Je reviens un petit peu sur cette équipe-là de début de saison 92-93. Il y avait le jeune Didier Deschamps aussi dans cette équipe. Oui, il y avait Dédé aussi, bien sûr, qui avait pas réussi la première fois, qui était revenu de près. Et alors justement, ce qui se dit, c'est que Deschamps, c'était un petit peu l'œil de Moscou de cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il était proche des dirigeants, il voulait absolument revenir à l'OM, et qu'en gros, Tapie lui avait dit, oui, si d'accord, tu reviens à l'OM, mais tu fais tout ce que je te dis et tout ce que je te demande. Et visiblement, c'était lui le lien entre les dirigeants qu'il ait pu devenir le lien en étant capitaine, parce que c'est pas lui le capitaine en début de saison, c'est Bernard Casoni. Hein. Donc qu'il ait pu avoir cette relation, je veux bien le croire. Que Bernard lui demande tu reviens ici, moi l'histoire que je connais, qui d'après moi est la vraie, c'est que Bernard voulait pas qu'il revienne et que Didier s'est imposé. C'est-à-dire Didier, il a dit non, je reviens, parce qu'il voulait le reprêter ou le vendre. Il a dit je reviens et je m'imposerai. Donc il n'avait pas beaucoup de son mot à dire au début de la saison, et ces galops, il les a gagnés sur le terrain. Alors après, que Didier, en étant capitaine, ait une relation particulière avec les dirigeants, ça je veux bien le croire. Oui, c'est le cas de Jean-Pierre avant. Après, œil de Moscou, qu'est-ce qu'il y avait? C'est pour ça qu'il aurait été capitaine, en fait, c'est ce qu'il se dit. D'accord, je n'avais jamais entendu celle-là. En fait, ceci dit, ça changeait pas grand-chose, puisque il y avait un tel professionnalisme dans cette équipe-là. Il y avait pas de tir au flanc, il y avait pas de mecs qui faisaient n'importe quoi. Il y avait que des guerriers, ce qu'on disait. Donc, à la limite, qu'on soit fliqué. Pour moi, on était fliqué quoi qu'il arrive quand tu joues à l'OM et que tu sors. Moi, j'ai souvenir de Fabien Barthez, puisque Fabien arrive lui aussi cette saison-là. Au début, comme il n'était pas trop titulaire, il sortait un peu. Il était jeune, il avait 20 ans. Et j'ai souvenir de Bernard qui lui tire un peu les oreilles dans le vestiaire parce qu'il savait tout. Donc, alors il y avait plusieurs œils de Moscou à Marseille, parce que dès qu'on sortait, Jean-Pierre Bernès savait tout ce qui se passait, et du coup Bernard aussi. Donc, on était hyper épiés quoi qu'il arrive. Peut-être aussi un mot sur le format. C'est pareil, c'est un truc qu'on a un petit peu oublié. Le format de la Ligue des Champions était hyper particulier. Alors en plus, bon, quand il y a des détracteurs de l'OM, ils disent ouais, c'était un format bidon, il y avait que des matchs à élimination directe et tout. Ce qui est totalement faux. Et en fait, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça commençait par des matchs à élimination directe, et ensuite la phase de poule était à la fin avec les meilleurs clubs, en fait. C'est ça. D'ailleurs, la formule a duré 1 an, puisque c'était pas concluant, et c'est vrai que c'était bizarre. Pas de demi-finale, des matchs à élimination directe au début, et d'ailleurs certains qui avaient été fait celui qui doit nous amener en poule un peu compliqué, avec des poules où du coup il y a des équipes qui ont disparu, comme les Espagnols, je crois, qui sont plus là. Je me demande si c'était pas le Barça déjà à l'époque, qui avait disparu, qui avait été éliminé. Le Barça est éliminé avant par le CSKA Moscou. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que dans les poules, il y avait eu déjà beaucoup de casse. Quand tu finissais premier, tu allais directement en finale. Bon, c'était une formule très bizarre. En effet, on peut dire quand même aujourd'hui,
que ça avait été c'est une formule qui rendait les choses un petit peu plus faciles. Aujourd'hui, de gagner la Ligue des Champions, c'est un parcours incroyable. Déjà sortir des poules, et ensuite on se rend compte que il y a beaucoup de casses, même si à l'arrivée c'est toujours les plus forts qui gagnent. Hein. City sont premiers à la gagner depuis des années, ils arrivent toujours dans le dernier carré. Il y a toujours le Bayern, il y a toujours le Real. À la limite, c'était peut-être plus facile si tu tombais dans la bonne poule, en fait. C'était plus facile quand tu sortais des traquenards les deux premiers matchs à élimination directe. Ouais. Parce que c'était un peu la formule d'avant la Coupe d'Europe des clubs champions où d'entrée tu avais des matchs à élimination directe et que tu pouvais tomber sur un os et sortir rapidement. Donc en réalité, le piège il était avant les poules. Et c'est vrai que si tu tombais dans la bonne poule, et je crois que c'était notre cas, tu avais plus de facilité. Donc c'est vrai aussi. Mais il y avait des pièges, ces fameux premiers matchs à élimination directe, voire si tu tombais dans la poule du Milan AC d'entrée, tu étais mal barré, quoi. Ouais, justement, il y avait des clubs à l'époque, les Glasgow Rangers, Bruges, le CSKA Moscou, c'est les clubs qu'on retrouvait en Ligue des Champions. C'est des clubs qu'on voit plus aujourd'hui en Ligue des Champions. Finalement, aujourd'hui, on voit 6 clubs. Barça, Real, Bayern. Juste se souvenir pour les plus jeunes qui nous regardent qu'à l'époque la coupe des clubs champions et la Ligue des Champions, puisque nous c'est la première ou la deuxième année c'est la première année Ligue des Champions. Nouvelle appellation. C'était les champions qui jouaient. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un club italien, un club, et donc du coup il y avait des clubs un peu exotiques. Des clubs exotiques qui avaient des moyens. Glasgow, ils avaient récupéré Marc Atley, ils avaient tous les internationaux écossais dans leur équipe. C'était une équipe qui régulièrement flambait en Coupe d'Europe. Parce que du coup elles avaient beaucoup plus l'habitude d'y jouer, puisque quand tu étais champion régulièrement, tu y jouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas 4 Anglais, 4 Espagnols. Si tu avais soit le Real, soit le Barça, quoi. Tu avais pas les deux. Tu avais soit Manchester United, soit Liverpool, ou je sais plus qui étaient les grands de l'époque, mais ça devait tourner autour de ça. C'était Leeds, oui, mais puisque Kanto avait été champion l'année d'avant avec Leeds. C'était plus sympa, non? Je me dis que cette formule où du coup tu avais vraiment des clubs. Moi, je t'avoue, la Ligue des Champions, je regarde quand c'est l'OM, mais après, oui, tu vois des beaux matchs, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu toujours les mêmes clubs. C'est toujours, il y a qu'à voir cette année, hein. Ça a été un peu fait pour, en fait. L'année dernière, c'est fait, mais même ça convient pas aux gros clubs, puisqu'ils veulent faire maintenant, ils veulent faire la super championnat, parce que l'économie est tellement, disproportionnée que l'accident en Coupe d'Europe ou en championnat pour participer à la Coupe d'Europe n'est plus admis par les clubs. Donc, on essaie de tout faire et l'UEFA essaie de tout faire justement pour les contenter parce qu'ils ont peur qu'ils fassent une compétition parallèle, parce que c'est les clubs qui sont devenus trop puissants. Moi, j'avoue que même si ça fait 2 ans qu'on voit en demi-finale City Real, c'est des matchs de fou, quoi. Cette année, c'était des matchs de fou. L'an dernier, j'ai commenté les 2 matchs, c'est pareil. On a envie de les voir ces matchs-là. Sauf que c'est clair que à l'époque, il y avait nous on perd en 91 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec pratiquement que des joueurs inconnus à l'époque. Et quand on regarde la compo aujourd'hui, on attrape peur parce que il y a que des grands joueurs dans cette équipe-là. Pour la plupart, on finit soit au Milan AC, soit en Espagne dans les gros clubs au Real. Voilà. Et donc c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage. Ouais, et puis quand on découvrait aussi des villes, des clubs, Eindhoven, Glasgow et tout ça. Bon, il y avait un petit côté. Pas Tour de France, mais Tour d'Europe. Ouais, exotique, c'est le mot. Ouais. Qui était sympa. Pour parler quand même un petit peu du match OM Milan, la finale. Comment tu l'abordes ce match? Parce que il faut dire quand même qu'à ce moment-là, l'OM c'est un peu la bête noire de Milan. C'est ça, complètement. Puisqu'on les élimine 2 ans avant en quart de finale, on fait un match amical quand Jean-Pierre part là-bas où on les bat. Et eux, c'était la meilleure équipe d'Europe. On peut la comparer aujourd'hui au Real. Ou au Barça d'il y a quelques années, quand sous Guardiola, ou des équipes qui ont un petit peu régné sur l'Europe. Eux, c'était vraiment l'équipe forte du moment, avec un entraîneur en 91, Sacchi, qui avait révolutionné un petit peu le football comme a pu le faire Guardiola ces dernières années, et un coach Capello qui arrive et qui est complètement dans ces clous-là. Et nous, ne jamais oublier que c'était notre modèle. Bernard Tapie,
n'a jamais caché que dans le football et dans les affaires, Berlusconi était un petit peu son double italien, voire peut-être même un certain modèle, puisqu'il était peut-être un petit peu en avance, notamment dans le foot. Et surtout, leur manière de jouer a inspiré beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, on parle de l'hyperpossession à la Guardiola. À l'époque, on parlait de ce pressing et surtout de ce bloc très haut qui joue le hors-jeu et qui viennent te chercher et t'embêter sur les premières relances. On avait déjà joué comme ça en 91, c'est-à-dire en faisant ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, les matchs contre le Milan, c'était des matchs où il y avait peu d'espace, où il y avait beaucoup de hors-jeu, et la finale, c'est un petit peu ça. Ouais. Et on était programmés pour jouer contre eux, et surtout, on savait que ils nous craignaient, on savait qu'on pouvait les battre. Donc c'est pour ça que sur cette finale, on a 20 minutes difficiles où Fabien nous fait des miracles, mais après ces 20 minutes-là, on s'est dit, waouh, l'orage est passé. C'est à ce moment-là que tu te dis, ça sent bon. Ouais. Après la première vague. Ouais, quand on a vu Fabien dans cet état-là, déjà, on s'est dit, bon, mais il prendra pas de but. Ouais. Nous, on savait qu'on était très fort défensivement. Et quand tu as ce scénario-là, tu y penses sur le terrain obligatoirement. Tu dis, ils ont laissé passer leur chance, on va avoir la nôtre. Et la nôtre, elle arrive à la 44e minute. Ouais. Avec ce but, tout de suite après, c'est où il n'y a pas corner d'ailleurs, on peut le rappeler. Tout de suite après, c'est la mi-temps. À la mi-temps, il se dit quoi dans le vestiaire? Mais c'est pas si c'est une question récurrente qu'on nous pose, sauf que quand tu viens de marquer avant la mi-temps et que tu es en train d'aller chercher ton rêve, en réalité, le mot d'ordre, c'est on se calme, quoi. Et donc, la plupart du temps, dans ces matchs-là, tu as le coach qui te dit, bon, ben là, allez, on souffle, et voilà, il faut que ça parle pas dans tous les sens, c'est pas... Par contre, après, que tu recadres un petit peu ce qui a pas marché en première mi-temps, que tu penses à l'éventualité d'une entrée de Jean-Pierre Papin, parce qu'on le craignait, et que moi, j'ai souvenir qu'on se disait, bon, ben voilà, ils nous l'enlèveront pas, on prendra pas de but, ils nous l'enlèveront pas. Ça, c'était le truc qu'on se disait entre nous. On était tellement forts et tellement en osmose que ils nous le marqueront pas ce soir, ce but. Un peu plus tard dans le match, il y a Papin qui rentre. Il y a une image très très célèbre où il fait une action et il y a une petite échauffourée avec Fabien Barthez. Et là, vous lui tombez un petit peu tous dessus à 5-6, quoi. Et alors là, il paraîtrait, enfin, vous lui tombez dessus, vous l'impressionnez, on va dire. Il faut faire attention, il paraîtrait, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites. Alors, il paraîtrait, à ce moment-là, que tu aurais dit à Papin, tu pourras pas la gagner, t'es trop moche pour la gagner. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, mais je parle souvent des légendes qui ont été véhiculées. Mais ça, c'est un joueur. Oui, je sais, mais c'est pas vrai. Jean-Pierre, c'était mon pote, que j'ai pu l'insulter ou lui dire des trucs pas très gentils, j'assume. Mais ça, d'abord, je vois pas l'intérêt dans un match de dire ça. Ça impressionne pas l'adversaire. Et ensuite, je vois pas ces mots-là dans ma bouche, et surtout par rapport au respect que j'ai pour lui. Par contre, que je lui ai dit que j'allais lui faire du mal ou des trucs comme ça sur le terrain, ou les insultes, ou je veux bien le croire. Moi, je m'en souviens plus. Je sais qu'il m'en a voulu derrière. Ah ouais. Oui, parce qu'il a mal vécu, mais Jean-Pierre, il a mal vécu. Il a mal vécu la défaite, plutôt. Cette finale, il faut se mettre à sa place. C'était notre leader, il s'en va dans le plus grand club d'Europe et il a perdu contre nous. Et en plus, nous, on le craignait puisque il y a tellement d'histoires d'anciens qui marquent contre l'équipe dans laquelle il jouait. Et d'ailleurs, on était content de le voir sur le banc, hein. Le Milan a fait un petit peu la même bêtise qu'on avait fait nous 2 ans avant contre l'Étoile Rouge, de pas faire jouer Pixi, Stojkovic, que ses coéquipiers craignaient, ses anciens coéquipiers craignaient. Ben nous on craignait Jean-Pierre. Donc moi personnellement, de le voir sur le banc, ça m'a rassuré, et de le voir rentrer, ça m'a inquiété. Donc c'est pour ça que on l'a un peu chauffé pour essayer de le faire sortir du match à ce moment-là. Mais déjà moi je me souviens plus ce que j'ai dit, et ce qui a été raconté à l'époque, c'est complètement faux. Ouais, ça a été déformé, quoi. Ben c'est des légendes qui il y a tellement de légendes sur ce match-là qui circulent. C'est normal en même temps. C'est un match de légende, et c'est normal que je pense qu'il doit y avoir, j'allais dire 800 000, mais même pas, il doit y avoir 1 million de Marseillais qui y étaient ce jour-là. Tu vois, quand tu demandes aux gens. Bien sûr. Ah oui, il y en a qui se sont inventés le déplacement, ouais. Ben, complètement, tu vois, c'est comme le fameux home for back, quoi. Ouais, voilà, ou le match contre Leipzig, ou tu vois, ces matchs-là, si t'écoutes les Marseillais, tout le monde y était à ce match-là, quoi. C'est vrai. Après le match et la victoire,
Comment vous fêtez ça? J'ai lu qu'en fait, un peu par superstition, les dirigeants, ils avaient rien prévu parce qu'ils avaient prévu des trucs 2 ans avant, en 91, et après la défaite, ils ont dit cette fois-ci, on prévoit rien, on verra bien ce qui se passe. On a fait tout l'inverse de ce qu'on avait fait en 91, c'est-à-dire on était bunkerisés, on était dans un hôtel ouvert, dans la campagne, un peu Club Med, et on n'avait pas prévu de fête, ce qu'on avait dû prévoir 2 ans avant. Et surtout, il y avait le fameux match au MPSG quelques jours après. C'était ma question d'après. Oui, où on était focalisé aussi sur ce match-là. Et donc, on est rentré à l'hôtel. Et on a fait une fausse fête parce que dans cet hôtel qu'on avait bloqué pour nous, il y avait une boîte de nuit. Donc, on a fait allumer la boîte de nuit. Ils nous ont allumé 2 micros. On a mis des morceaux de musique où ils chantaient. Il y a des images où on voit que Basile chante avec Didier. Moi, je devais être par là. Et à un moment donné, hop... on sonne le ralliement pour aller se coucher et du coup on n'avait pas. Alors après, je te dis pas que moi j'avais pas particulièrement dormi après le match. C'est pas possible de dormir après un match comme ça. Mais par contre, on n'avait rien fait de spécial. Ouais. On s'est rattrapé après, je te rassure. Vous êtes rattrapé juste après et juste avant le match contre Paris? Non, on s'est rattrapé surtout après le match contre Paris. Ouais. Parce que ce match-là, on l'avait en tête même. Aussi, ce match contre mais Paris. Oui, ce match est incroyable. Même si il y a eu quelques manifestations, notamment le retour le lendemain au Stade Vélodrome, qui nous avait pris beaucoup d'énergie. Ce match contre le PSG fait partie aussi de la légende de cette semaine-là. Ouais. D'abord parce que Basile marque un but de la tête encore extraordinaire, 2 de suite. Incroyable. Et surtout le scénario, puisque nous on est un peu apathique, il marque d'entrée, et puis là le côté fier de cette équipe a repris le dessus, où on leur avait marché dessus sur la fin de match et on va gagner. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, parce que entre l'après-match qu'on n'a pas fêté à Munich, le retour le lendemain, il y avait beaucoup de monde au Stade Vélodrome. Là, on s'est rendu compte du plaisir qu'on avait donné aux supporters, mais la véritable explosion et la véritable jouissance de la victoire et de tout ce qu'on a fait, c'est sur le match contre Paris au Stade Vélodrome quelques jours après. Ouais. On est un peu obligé de dire un mot sur l'affaire OM. Oui, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, et elle commence. Alors c'est pareil, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié ça, mais ça commence avant la finale, puisque le match contre Valenciennes est avant la finale, et que ça commence à la mi-temps de ce match, en gros, avec Jacques Glassman. Vous, dans le groupe, comment vous vivez l'affaire? Je sais pas, vous y croyez pas, vous en parlez entre vous? Moi, j'apprends ce qui est reproché au club à la fin du match, dans le bus, quand j'attends et que je vois certains de mes coéquipiers qui font la gueule. Et du coup, je pose des questions, parce qu'à la mi-temps, quand il y a un moment de flottement, Didier nous dit Valenciennes a porté réclamation sur le but d'Alain Boxic parce qu'il y aurait une main. C'est comme ça qu'on revient en deuxième mi-temps. Donc, on joue cette deuxième mi-temps, les vestiaires, on sent qu'il y a de l'ébullition, que c'est pas normal. Et quand je reviens dans le vestiaire et quand je rentre dans le bus à la fin du match, et moi je suis au fond et il y a Jean-Jacques Edely à côté de moi, que je vois, je dis mais il se passe quoi là? Et là il me dit il y a Valenciennes qui porte réclamation parce que des joueurs auraient été approchés, etc., etc. Mais là, à ce moment-là, comme il y a la Coupe d'Europe à préparer derrière, dans les médias il sort pas grand-chose, un encart si je me souviens bien. Et nous, on est complètement tenus à l'écart justement de toute cette histoire-là de l'effervescence. Et d'après ce que j'ai compris, ce que je sais aujourd'hui, parce que on sait tout finalement sur cette histoire-là maintenant, c'est que les instances nous ont laissé tranquilles pour préparer la finale de la Ligue des Champions, quoi. Voilà. Et après, ça s'est déchaîné après, voire même après le match du PSG finalement, parce que ça s'est déchaîné tellement vite et qu'en plus on avait gagné, donc tout le monde faisait un petit peu le mort. Et c'est à la fin de la saison que ça se déchaîne. Beaucoup pendant l'intersaison, pendant que je suis en vacances, où je lis des trucs et où je tombe un peu des nues, parce que on n'est pas tous dans le secret des dieux à ce moment-là. Et puis surtout, ça nous pourrit la préparation de la saison d'après, puisque on part en stage à Fort-Romeu, on est auditionné par des policiers là-bas, dans une sorte de garde à vue, mais qui était plutôt pareil, le Club Med, où on était dans une colonie de la police ou de je sais pas qui, et puis il y avait moitié de policiers de Montpellier, moitié de Lille, et ceux de Montpellier c'était les supporters de l'OM, donc moi ça avait duré 10 minutes, et puis après on attendait, et j'ai compris après pourquoi on attendait, c'est que ils voulaient nous faire ressortir du truc pour le journal de 20h pour qu'on soit à la télé, quoi, voilà. Ouais. Non mais bon, c'est mais
cette histoire-là, qui est une histoire finalement un petit peu tragique de l'histoire de l'OM, on peut pas la dissocier. Moi, ça me dérange pas d'en parler parce qu'on peut pas la dissocier de ce qui s'est passé. Parce qu'on sait aujourd'hui que la Ligue avait pas voulu avancer le match pour qu'on se prépare avant le match du Milan AC. Les dirigeants chez nous avaient peur qu'on ait des blessés, comme ça avait été le cas de Saint-Étienne à la grande époque. Voilà. Et même dans l'histoire d'un club comme l'OM, il y a tellement de grands moments et il y a tellement de moments particulier. Moi, je suis arrivé au club 6 mois après, le club avait failli disparaître avec le dépôt de bilan, l'épopée des Minots. Derrière ce titre-là de 93, pareil, le club tombe en 2e division. Voilà. Et c'est pour ça c'est pour ça que quand on est supporter et on est supporter d'un club, tu es supporter de l'OM, tu es supporter du club de ta ville, ben tu prends le bon et le pas bon. Et c'est là qu'on voit les grands clubs, c'est que dans les moments difficiles, ben ce club-là a toujours su d'abord se relever et ensuite a toujours eu une ferveur autour. Voilà, moi j'ai vécu l'épopée des Minots et la remontée 2 ou 3 ans après, avec du monde au stade. Les 2 ans de 2e division, les supporters m'en parlent encore parce qu'ils faisaient des déplacements un petit peu particuliers dans des contrées qu'on connaissait pas du coup, avec toujours une ferveur au stade Vélodrome. Certains même t'expliquent qu'ils préféraient cette période-là à certaines périodes qu'on a vécues ces derniers temps avec des dirigeants qu'ils aimaient pas et avec une politique du club qu'ils aimaient pas. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie de l'histoire de ce club-là, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui t'en veux à quelqu'un pour cette histoire? Non, parce que d'abord ça nous a enlevé la Coupe intercontinentale et la Coupe d'Europe l'année d'après. Et nous, on espérait la figurer encore une fois, voire même garder notre titre. Quand tu viens de la gagner, tu penses que tu vas gagner tout le temps. Sauf que les personnes qui ont pu imaginer ça à l'époque, c'était pas pour nous nuire. Voilà, donc c'est vrai que moi je trouve que c'est ballot, quoi. Voilà, de sur un match contre Valenciennes, pour pas qu'il y ait de blessés, d'aller faire ce genre de démarche. Et c'était presque même un manque de confiance en nous, quoi, tu vois, de se dire peut-être qu'ils vont pas arriver à gérer un match comme Valenciennes. Par contre, en vouloir, non, j'en ai jamais voulu, parce que d'abord ça m'a jamais gâché le plaisir de la victoire en Ligue des Champions. Et parce que je le répète, ça fait partie de l'histoire de ce club-là et qui est faite de haut et de bas. Et c'est souvent, je me répète parce que j'aime bien ça. C'est souvent dans les moments les très bas qu'on voit les grands clubs et surtout les grandes villes de foot. Voilà. Et on a montré à ce moment-là qu'on était une grande ville de foot avec des supporters qui avaient été extraordinaires. Les 2 ans de 2e division qui avaient été extraordinaires et qui sont toujours d'ailleurs cette année. Voilà. Donc c'est parce que quand tout va bien, c'est facile d'être supporter et tout. Clair. On va pas citer de clubs qu'on aime beaucoup. Tous les grands clubs, City qui est en haut aujourd'hui a été un gros club de losers, mais toujours avec des fans présents. Même le Real a connu des moments difficiles, même le Barça a connu des moments. En 93, il y a ce stade quand même. Les gens se rendent pas compte, mais quand l'OM gagne la Ligue des Champions en 93. Le Real, ça fait plus de 30 ans qu'ils l'ont pas gagné. Ouais. Non, mais c'est pour ça que les grands clubs et les grandes institutions et les grandes villes de foot, on les reconnaît souvent parce que quand ils ont souffert, ils n'ont pas disparu. On en parlait un petit peu hors antenne avant de commencer cette interview. Tu nous disais c'est difficile, ça fait 30 ans. Et du coup, en 30 ans, il y a énormément de choses qui ont été dites. Même peut-être trop. Il y a effectivement même des choses fausses qui ont été dites. Est-ce que tu aurais quelque chose qui n'a pas été dit? Tiens, une anecdote, quelque chose ou... Non, parce que le gros problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, on a tout raconté. La préparation, l'hôtel, la préparation, les vestiaires, le match, l'altercation, les vestiaires, le truc, la fête, pas la fête, le machin, les petits détails de préparation, et je vais même plus loin, on a raconté tout ce qu'on a fait, et il y a même des légendes qui se sont invitées, et qu'on a colporté, parce que moi, il y a des moments où j'ai colporté des légendes, et après coup, je me disais, mais c'est bizarre, parce que
Je l'ai entendu ça, mais je l'ai pas vécu finalement. Donc je suis colporté. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est, mais je pense qu'il y a des vraies légendes bien fausses qui ont circulé. Ouais. Voilà, donc que j'ai dû colporter à un moment donné. Donc c'est vrai que, mais après, je pars du principe aussi que on doit être dans la transmission. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce club-là, c'est qu'on est dans la transmission. Hein. Moi, j'ai récemment encore, j'ai croisé un gamin de 10 ans qui m'a reconnu et qui m'a dit « Ah, merci. » J'ai dit « Mais tu t'es pas né ?» Il dit « Non, mais j'ai vu tous les matchs. Ouais, » et surtout, voilà, son père lui avait inculqué l'amour du club. Il connaissait le match, le but de Basile, tout. Et il était fier de ça alors qu'il était même pas en prévision à l'époque. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'est ce club-là. Et c'est pour ça que nous, on a le devoir aussi... là, on est encore, je disais en rigolant tout à l'heure, mais on est encore potable de raconter cette histoire-là qui est rentrée dans le subconscient de tous les Marseillais. Et puis surtout, peut-être que dans 10 ans, on sera plus très présentable, je le répète. Ouais. Donc, voilà, je viendrai pas, si je suis en fauteuil, en train de baver et tout, je viendrai peut-être pas vous raconter ça, je me cacherai. On te recevra quand même avec plaisir. Ouais. Au pire, pour boire un coup. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu triste, souvent les supporters qui nous chambrent des autres clubs, qui nous disent ah, vous vous reposez là-dessus, ça fait 30 ans, il faut passer à autre chose. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Écrire une nouvelle histoire Non, mais alors ça, par contre, que tu peux avoir été... Enfin, mais c'est pareil pour tous les autres grands clubs. Hein. Tu peux avoir une histoire forte ou un moment fort de ton histoire, ne pas l'oublier, le garder parce que ça fait partie de la légende de ton club, sans penser que qu'il y a plus rien derrière. Et surtout, moi, je suis triste quand je vois, par exemple, la saison de la finale à Lyon de Ligue Europa ou cette année même la Coupe de France. Bien sûr que toutes les générations et notamment les plus jeunes ont besoin de leur épopée. Ils ont besoin d'avoir un moment qui sera gravé en eux toute leur vie, qui transmettront à leurs enfants parce qu'ils seront fiers de l'avoir vécu. Bon, il y a eu un titre en 2010, Didier a gagné d'autres titres, et bien sûr qu'il faut gagner à nouveau. Bien sûr qu'il faut gagner à nouveau. Et c'est pour ça que le club aujourd'hui encore, ils nous ont invités pour le week-end du 26-27, notamment assister à OM Brest. On va manger avec le président et l'actionnaire le midi. Mais il y a toujours de la réticence à mettre en avant une histoire qui est vieille maintenant, alors que toi, tu as du mal à écrire la tienne. Et c'est normal. Voilà, on peut pas leur en vouloir. On a un président qui sait ce que représente l'histoire dans un club et qui a toujours été sensible à ça. Il a fait revenir Jean-Pierre Papin, il y a Basile qui est là. Moi, chaque fois que je le rencontre, je vois dans ses yeux et dans sa manière de me parler le respect qu'il a pour l'histoire du club. Mais ils ont envie eux aussi qu'on les ramène pas toujours à ça, et c'est normal. Et c'est peut-être pour ça que à un moment nous, et là je vais faire ça. On va s'effacer naturellement. Voilà, on va s'effacer naturellement. On en parlera, mais il y aura plus ces fêtes sans fin. Ouais. Voilà, parce qu'après, à un moment donné, c'est peut-être indécent. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est, j'allais dire possible, non, mais simplement envisageable pour l'OM, à moins qu'il y ait un changement de politique, un changement de président, un projet à la Paris Saint-Germain avec le Qatar. Comment aujourd'hui les clubs, à part finalement les 10 clubs les plus, c'est toujours les mêmes, plus riches, qui sont. Il n'y a aucun club qui peut envisager de gagner la Ligue des Champions. C'est le gros problème de la compétition aujourd'hui par rapport à celle que j'ai connue et celle que tu mettais en avant tout à l'heure. C'est-à-dire que tu pouvais rêver quand il y avait une belle génération dans un championnat moyen, parce qu'on est un championnat moyen en France, malheureusement, on le voit chaque année en Coupe d'Europe. Tu pouvais espérer aller loin en Coupe d'Europe, voir pourquoi pas la gagner, puisqu'il y a des clubs de pays exotiques qui l'ont gagné. Et là, c'est fini, elle est préemptée par certains clubs. Et donc là, c'est vrai que c'est une vraie réflexion, une très bonne question, et peut-être même un débat un jour à venir. Il y a un débat que moi, je me suis fait déjà dans ma tête, puisqu'on a déjà parlé d'un pays du Golfe qui pourrait venir racheter l'OM. Alors, tout le monde en rêve. Moi, non. Eh ben voilà. Donc, c'est là où je dis, ok, mais est-ce qu'on est prêt à vendre notre âme au diable? Parce que il faut savoir ce que ça engendre. Hein. Ça engendre que tu peux avoir des dirigeants qui vont acheter des grands joueurs et qui vont pas faire une équipe cohérente, mais tu peux avoir aussi des dirigeants qui vont effacer l'histoire du club, voire même les symboles du club. Ouais, vouloir changer de stade, par exemple. Voilà. Non, mais là, on a l'exemple avec Paris, puisque c'est un débat. Hein. Moi, j'ai des copains avec qui je bosse tous les jours sur RMC qui sont supporters du PSG, qui sont malheureux d'entendre que leur club risque de partir du Parc des Princes. Donc, est-ce que nous, on serait OK parce que, sous prétexte que l'actionnaire aurait de l'argent et qu'il nous ferait rêver à gagner une Coupe d'Europe, est-ce qu'on serait prêt à voir disparaître notre histoire ou des monuments de notre histoire?
Moi, j'ai un gros problème avec ça. Ouais, moi aussi. J'ai un gros problème avec ça. Et en plus, c'est que tu n'es pas sûr de la gagner. Paris ne la gagne pas. City, il galère. Ouais, ce sera peut-être pour cette année, et il y en a d'autres qui galèrent aussi, puisque voilà. Donc Chelsea a fini par y arriver. Mais voilà. Donc gros débat philosophique. Qu'on pourrait faire un jour. J'ai un gros problème avec ça. Alors après, tu peux avoir des actionnaires qui ont beaucoup d'argent et qui, eux, font les choses bien et qui se comportent bien avec les supporters, qui se comportent bien avec l'histoire du club, avec le nom du club, avec tout ce que représente le club, avec la ville, puisque c'est le club de notre ville qu'on aime tant. Voilà, donc il faudrait pas qu'un mec arrive et il parte faire un stade avec Aix-en-Provence ou parce que le public est plus bourgeois et qu'il faut avoir des beaux habits pour venir au stade, parce que c'est un peu le cas à Paris d'ailleurs. Voilà, donc débat philosophique. Mais moi on est à peu près d'accord, je crois. Eric, merci beaucoup. Grand plaisir comme d'habitude. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir, une légende du club, une légende de cette victoire de 93 qui nous fait encore parler 30 ans après. Ouais. Peut-être j'espère que la prochaine fois on en parlera moins, on parlera des nouveaux titres. Ou qu'on parlera de la deuxième. Voilà, exactement. Ce serait incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.